Bonsoir à tous, bienvenue au théâtre Claude Lévi-Strauss. Pour ce programme Tête chercheuse, auquel on vous a convié ici, pour vous présenter des enquêtes donc très récentes, en l'occurrence la mienne qui porte sur le rugby de Samoa, je l'ai faite entre les années 2000 et donc 2014, puisque j'ai sorti mon livre à la suite de ces recherches l'année dernière, avec des enquêtes de terrain qui ont été faites en 2005 et 2006. Et dans cette enquête et dans ces recherches, ce que je voulais évoquer, c'est une question assez fondamentale en fait, une question assez générale et qui m'a paru assez essentielle en anthropologie aujourd'hui, qui est celle de la perception. La question qui se pose tout simplement, c'est en quoi notre perception sensorielle, notre façon de voir, notre façon d'entendre, notre façon de toucher, de goûter, est-elle ou non déterminée par la culture ? C'est une question qui paraît comme ça à la fois évidente, au sens où évidemment, on sait très bien qu'on est fabriqué par nos cultures, et en même temps, toutes les sciences, toutes les recherches, qu'elles soient biologiques en particulier ou dans la philosophie, nous indiquent que la perception est universelle. Vous avez un cerveau, nous sommes une espèce, tout le monde a un cerveau et nous avons une armature biologique, un fonctionnement physiologique qui est identique. Et puis, là où la différence est inscrite dans ce raisonnement, c'est dans l'individu. Chacun, en fonction de son patrimoine génétique, de ses accidents biographiques, possède plus ou moins de différences et éventuellement vous avez des cas extrêmes comme les lésions par exemple, tout ce qui est de l'ordre de la lésion cérébrale qui vous indique que vous perdez ou non certaines facultés ou que vous en acquérez d'autres. Vous avez donc ces deux niveaux qui sont toujours présentés, le niveau de l'espèce, le niveau de l'individu. La question que je me suis posée, elle est toute simple. Quid dans cette réflexion-là, dans cette réflexion portée notamment par les sciences cognitives aujourd'hui, de la dimension culturelle ? Dans tous les autres aspects de la vie, on a reconnu l'importance de l'aspect social, de l'aspect culturel. Or, dans cet aspect-là, l'aspect biologique, l'aspect physiologique du corps, où est passé le lien, la discussion qu'il faut créer, à mes yeux, entre les sciences cognitives, les sciences qui s'intéressent au fonctionnement de la physiologie, et les sciences sociales, les sciences de la culture, l'anthropologie. Alors, cette réflexion, elle est née d'un travail opéré par celui qui a été le grand fondateur de l'anthropologie en France, et je suis heureux d'être celui qui peut prononcer son nom aujourd'hui dans ces journées, Marcel Mauss, qui fut lui-même un des inspirateurs principaux de Lévi-Strauss, l'un des professeurs aussi. Lévi-Strauss, un des grands livres de Lévi-Strauss, un des grands textes de Lévi-Strauss, c'est son introduction à l'œuvre de Marcel Mauss, qui est un livre qui a été publié en 1950, dans lequel il a sélectionné les textes de Marcel Mauss qui lui paraissaient les plus importants. Et donc, au-delà du théâtre Claude Lévi-Strauss, avant lui, il y a le neveu donc, d'Émile Durkheim, qui a été un des grands fondateurs des sciences sociales en France, Marcel Mauss. C'est une de ses photos les plus connues, que nous avons ici dans les collections. En voici une autre, où on le voit au travail. Je vous l'ai mise juste pour le plaisir, il est là, parce que c'est quelqu'un que j'aime énormément, à travers les âges, même si je ne l'ai pas connu. Quand je lis ses textes et quand je comprends l'appréhension qu'il a du monde, j'espère vous le faire partager. Je trouve que c'est un des hommes les plus importants qui ait connu le XXe siècle, en tout cas pour nos disciplines. Marcel Mauss, je vais revenir sur lui, avant d'arriver sur le sens du mouvement. Marcel Mauss dit une chose très simple dans un de ses textes. Il dit, j'ai remarqué, notamment pendant la guerre qu'il a faite dans les tranchées avec les Anglais contre les Allemands, il dit, nous n'avons pas les mêmes techniques du corps. J'appelle technique du corps les façons dont les hommes, société par société, d'une façon traditionnelle, savent se servir de leur corps. Société par société, d'une façon traditionnelle. C'est des termes très intéressants et très importants parce qu'ils indiquent la spécificité des techniques corporelles, à la fois dans la tradition, c'est-à-dire transmises dans un cadre traditionnel, transmises par des processus qui sont liés à une forme de tradition dans un pays, et société par société, c'est-à-dire ils nous invitent à appréhender cette dimension culturelle des corps. Les techniques du corps, il parlait de choses très simples, ce n'est pas des choses complexes. Marcher, dormir. Il raconte il y a des témoignages de peuples qui dormaient debout, et parfois même au bord de falaises. Marcher, il disait, regardez toujours où sont les pouces dans les poings, par exemple. Est-ce qu'ils sont à l'intérieur ? Est-ce qu'ils sont à l'extérieur ? Est-ce que les bras sont décalés par rapport aux jambes ? Est-ce qu'ils sont en lien avec les jambes, en phase avec les jambes ? Toutes ces techniques, elles ont évolué.
Il raconte, lui, pour la nage, pour son exemple à lui, que quand il a appris à nager, on lui apprenait à avaler l'eau et à la recracher comme les bateaux à vapeur. C'est-à-dire que c'est tout le modèle énergétique de son époque, toute la révolution industrielle qui s'était produite autour de l'énergie avec les bateaux à vapeur, par exemple, qui se reproduisait sur le champ corporel dans la façon dont on nageait et dans la façon dont on appréhendait la circulation de l'eau et la respiration. Il a donc isolé toute une série. Il parle également de l'exemple de descendre un escalier avec des babouches. Il dit, moi, j'ai jamais pu descendre un escalier avec des babouches. Par contre, il est admiratif quand il voit ça, des gens descendre avec des babouches des escaliers hyper rapidement, dans n'importe quelle situation, sans tomber. Toutes ces petites techniques, très simples, très quotidiennes, il les appelle les techniques du corps, et il nous dit elles ne sont pas universelles, elles sont transmises dans des cadres sociaux liés aux cultures des peuples en question. Alors c'est déjà très intéressant, parce qu'on est déjà au niveau d'une appréhension du corps très nouvelle. C'est en 1925. Aujourd'hui, j'ai marié ça avec une autre approche, qui est celle d'Alain Berthoz, qui est le titulaire de la chaire de physiologie de la perception et de l'action au Collège de France, celui qui a succédé à une longue lignée d'éminents spécialistes, et qui explique une chose très simple, la perception est une action simulée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le cerveau n'est pas un système qui capte des informations de l'extérieur à partir d'un espèce de canevas sensoriel qui serait identique au cours du temps et les mêmes pour toutes les personnes, mais qu'en fait, vous anticipez avec votre cerveau ce qui va se passer. Par exemple, vous êtes assis, mais je suis à peu près persuadé que si je ne vous parle pas de vos fesses, vous ne les sentez pas. Par contre, si j'attire votre attention, à ce moment-là, le cerveau se branche sur la sensorialité qui est liée, et vous savez que vous êtes assis. Mais vous n'avez pas besoin d'y penser. Le cerveau a anticipé ça, il a senti, il savait que vous alliez être assis, il a anticipé la réaction que ça produirait avec le canapé, etc. Et qu'à ce moment-là, il dit, c'est bon, ça roule comme c'était anticipé, la perception est raccord, je n'ai pas besoin d'y penser, je peux me concentrer sur l'écoute. Toute la perception est une action simulée, c'est-à-dire que vous anticipez quelque chose. Si je regarde ce boîtier, je peux à la fois m'en servir pour appuyer en fonction des touches, mais je peux aussi choisir de le dessiner, et je ne vais pas le regarder de la même manière. Pourtant, rien n'a changé dans le rapport que j'ai avec lui. Vous avez donc toute une série d'actions qui sont anticipées dans la perception, et c'est ça qui détermine la perception sensorielle. Alors maintenant, si on met les deux ensemble, les techniques du corps d'un côté, Alain Berthoz de l'autre, on arrive à une question qui est celle que je vous posais au départ. Est-ce qu'on peut considérer que l'anticipation qui est faite des situations physiques est elle-même déterminée par l'apprentissage que l'on fait de la façon d'utiliser son corps dans des situations sociales? Voilà ma question. À partir de là, on part sur le terrain. À Samoa. Samoa, c'est le milieu du Pacifique. Vous avez ici Hawaï, les Galapagos, la Polynésie française avec l'île de Pâques qu'on ne voit pas, Fidji, la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Calédonie, Vanuatu, Salomon, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'Australie, etc. Ici, c'est le triangle polynésien. Et dans les îles Fidji, Samoa, Tonga, qui sont ici, comme en Nouvelle-Zélande et en Australie, on joue au rugby. On joue beaucoup au rugby, et on est très performant au rugby. C'est-à-dire que les coupes du monde de rugby sont majoritairement dominées par les équipes qui participent au tournoi Destination en ce moment, et les équipes qui sont des équipes du Pacifique, ces 5 équipes-là. Ce qui m'intéressait dans le rugby, c'est que j'étais joueur de rugby, et je voulais voir comment les autres jouaient au rugby. Est-ce qu'ils jouaient comme moi, différemment? Et si oui, quels en étaient les déterminants culturels? Le sport, c'est intéressant. Si vous êtes fan de sport, les fans de sport seront convaincus, les autres, je vais essayer de vous convaincre. Les règles sont les mêmes. Les règles sont les mêmes. Et pourtant, on joue différemment en fonction de là d'où l'on vient. C'est difficile à appréhender quand vous n'êtes pas spécialiste d'un sport. Mais quand vous l'êtes, vous remarquez tout de suite. Il y a des choses très connues, le style brésilien, l'organisation allemande, avec beaucoup de stéréotypes. La question était donc de savoir, en ce qui me concerne, est-ce qu'on pouvait se servir de cette situation pour à la fois démonter les stéréotypes qui y sont attachés et interroger la question scientifique pour en faire un laboratoire. Quelles sont les différences culturelles que l'on voit dans des espaces physiques qui sont exactement les mêmes parce qu'ils sont déterminés par les règles du sport en question. Alors j'ai été voir à Samoa à partir du rugby, et là je ne vais pas reprendre
le rugby dans son détail, mais je vais vous montrer une ou deux situations qui m'ont paru extrêmement importantes, même fondatrices, fondamentales de ma recherche. Donc ça, c'est Samoa, le Samoa. Samoa, c'est un archipel, hein, l'archipel des îles Samoa, qui a été divisé en deux pendant la colonisation, et vous avez une partie de l'archipel qui est devenue indépendante et qui s'appelle l'État indépendant de Samoa, ou Samoa. Et c'est cette partie-là, c'est ce pays-là qui est représenté dans l'équipe nationale de rugby. Donc ça monte à 1800 mètres, c'est un cône volcanique d'un volcan sous-marin, et donc vous avez des îles polynésiennes qui sont des îles comme ça, avec des reliefs extrêmement aigus, et une végétation luxuriante sur des pentes qui sont des pentes de volcans. On est à Samoa donc. Voilà une action toute simple que je vais vous passer en entier une première fois, puis après je vous la repasserai sur la partie qui m'intéresse au ralenti. Une touche, un regroupement, c'est un niveau moyen. Hein. Une chandelle sur l'arrière, le numéro 15 qui joue. Alors je ne sais pas s'il y a beaucoup de spécialistes du rugby dans la salle, s'il y a des joueurs, s'il y a des gens qui ont remarqué quelque chose sur cette action, qui a bondi de son siège ou pas. Mais si vous êtes des vrais joueurs de rugby français imprégnés de la culture française du rugby, il y a quelque chose qui a dû vous déranger. Cette chose, c'est ce qu'on appelle le 2 contre 1. Et vous l'avez à partir d'ici, c'est-à-dire c'est toute la fin de l'action qui m'intéresse, à savoir que tout d'un coup, sur une partie du terrain, vous avez 2 attaquants contre un défenseur. Je vais vous le montrer. Je vous le mets au ralenti. Ici, vous avez un attaquant avec un autre attaquant et un défenseur rouge. Et vous avez... Ici, c'est ce qu'on appelle la ligne des 15 mètres au rugby, c'est-à-dire que vous avez 15 mètres entre ici et la touche. Vous n'avez personne derrière. S'il lui passe le ballon, qu'est-ce qui se passe? S'il est assez rapide, il peut courir assez loin, voire jusqu'à l'essai, qui est matérialisé par cette ligne-là. Vous savez tous que le rugby, ça consiste à aller courir de l'autre côté du terrain et à aller poser le ballon par terre, à peu de choses près. Il y a des gens qui vous en empêchent, c'est la seule difficulté. Alors la question est la suivante. Si on revient sur cette action, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Je vous le remets. Pourquoi est-ce qu'il ne passe pas la balle? Et pourquoi est-ce qu'il le fait de cette manière? Le ralenti exagère la distance à laquelle il le fait. En fait, il le fait très près du défenseur. C'est tout bête. Hein. On a l'impression d'un espèce d'atome du jeu, comme ça. Sauf qu'il y a une chose très importante que je dois vous indiquer, c'est que la première fois, quand j'ai appris à jouer au rugby, à 13 ans, dans le club de Clamart, en banlieue parisienne, la première chose qu'on m'a appris, c'était ça. On m'a jamais appris à faire une passe sans avoir en face un défenseur qui vient me parler, qui vient me défendre sur moi, je veux dire, me parler parce qu'il doit me donner des informations et je dois lui extraire des informations. Je vais y revenir. Et donc, je n'ai appris à faire des passes qu'avec un défenseur qui venait sur moi, ce qu'on appelle venir sur soi, quand vous portez la balle. Donc, cette action-là, c'était l'action première de l'apprentissage que j'ai fait du rugby. J'ai jamais appris autre chose que ça au rugby, c'est-à-dire jouer jusqu'à ce qu'une situation comme ça se présente et que je sache la jouer, et que je sache faire la passe au joueur seul. En France, on appelle ça fixer le défenseur et faire la passe pour libérer un attaquant. C'est le surnombre, le 2 contre 1, et vous entendrez tout le temps les commentateurs en parler. La question que vous devez faire, c'est que quand vous êtes ici, en fait, la technique est la suivante. Vous devez orienter votre course vers l'intérieur du défenseur pour le forcer, lui, à choisir par sa trajectoire de course, soit à être, comme il le fait là, tourné vers l'extérieur et donc partir sur le défenseur, l'attaquant qui est là, ou bien, si vous partez ici, à se retourner et à aller vers vous. Une fois que vous avez cette information, vous avez gagné. Parce que de toute façon, vous faites la passe s'il vient vers vous, vous gardez le ballon s'il s'en va. C'est tout simple. Donc, vous avez votre attaquant qui vient sur vous, vous vous écartez de votre partenaire, et il est obligé de choisir. Et à ce moment-là, vous faites la passe. C'est tout simple. Or là, vous voyez la trajectoire de course. Pardon. Allez. La trajectoire de course est toujours orientée dans la même direction. Il n'y a pas du tout d'écart. Et la distance à laquelle il fait la passe est beaucoup trop près du défenseur. Donc il se met en danger d'être gêné par le défenseur. C'est tout simple.
Et donc la question devient un exemple pour ma recherche. Est-ce qu'il n'a pas perçu le 2 contre 1 ou est-ce qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait? Avec ce que nous a dit Berthoz, vous savez que cette question est fausse. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est que les deux sont vrais. Il n'a pas vu la situation et il n'a pas anticipé comme il fallait. Il n'a donc pas perçu, au sens de l'action qu'il a anticipée n'était pas la bonne, et du coup sa perception n'était pas la bonne. Il n'a pas su mettre en place la technique en question, qui est une technique qui engage la perception du jeu. Vous devez d'abord reconnaître le 2 contre 1, et une fois que vous l'avez reconnu, vous mettez en place le geste technique qui va avec. Ça va? La question est donc la suivante. Il n'y a pas eu cette transmission de cette façon d'apprendre le jeu à Samoa. Et ça, j'ai pu le vérifier en discutant avec les plus grands entraîneurs de Samoa. Je leur ai dit, mais pourquoi vous n'entraînez pas vos joueurs à faire du 2 contre 1? Ils m'ont dit, on n'y a jamais pensé. C'est pas qu'ils n'y ont pas pensé parce qu'ils sont bêtes, c'est parce qu'ils utilisent une autre méthode, qui est la méthode néo-zélandaise, qui ne met pas ça au centre du jeu. Et que là, précisément, ce qui est fascinant dans le sport, c'est que tout le monde croit détenir la logique évidente du jeu, et personne n'a la même. Exactement comme dans toutes les autres situations culturelles, où on passe son temps à dire « Ah mais oui, c'est nous qui avons raison, c'est nous qui faisons comme il faut ». Et pourtant, un siècle de remise en question de cette supériorité d'une civilisation sur l'autre fait que dans beaucoup de domaines, on a accepté l'idée d'une différence, mais pas dans le sport. Dans le sport, on continue à penser que sa façon de jouer est la meilleure, et que quand quelqu'un ne joue pas un 2 contre 1, c'est qu'il ne sait pas jouer. C'est pour ça que je vous demandais quelles étaient vos réactions sur cette action, parce que la plupart du temps, quand je montre ces actions à des joueurs français avec qui j'ai joué, ils me disent « mais vraiment, ils sont nuls, c'est Samoa, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils perdent les Coupes du Monde ». Or, ils sont forts sur plein d'autres choses, beaucoup plus forts que nous, notamment sur toutes les techniques d'appui, de 2 contre 1, de feinte. Et nous, j'ai passé mon temps à dire à mes amis français avec qui je jouais « essayons de nous entraîner à ça », et personne ne voulait le faire. Tout le monde me disait « on ne joue pas perso ». Il y a donc toute une éthique du jeu qui est là, en fait, un ensemble de valeurs morales qui sont associées à ça. Et c'est ça qui m'intéresse dans le sport, et c'est ça qui rend la question du sport fascinante pour étudier les logiques corporelles associées à des questions culturelles, c'est que dans la pratique sportive, même si les gens ne s'en rendent pas compte, vous avez toujours des logiques culturelles qui sont à l'œuvre dans les corps, sans forcément le discours qui va avec, mais imprégné dans les corps. Et donc ça renvoie à la question fondamentale que je vous posais initialement. Il y a d'autres études qui ont été faites sur le sport dans cet esprit. Celle de Stéphane Renesson, qui vient de parler dans le salon de lecture Jacques Karchach, il a fait un livre sur la boxe thaïlandaise, où il montre une chose toute simple, c'est que le but pour les Thaïlandais, le but ultime, c'est pas de gagner le combat, c'est de ne pas perdre la face. Pas perdre la face, ça veut dire deux choses. Ne pas perdre la garde, et si vous perdez la garde, encaissez les coups sans montrer que vous avez mal. Là, vous voyez que le coup, il est bien porté, mais vous ne voyez pas de réaction. Vous l'avez encore sur celle-là. Vous voyez, il a pris le coup, mais il a quand même réussi à maintenir ses coudes, à maintenir sa garde. Vous le voyez ici, ses deux bras restent à peu près en place, même s'il encaisse. Et sur cette dernière-là, j'ai demandé à Stéphane, quand il m'a envoyé les photos, il m'a dit « celle-là, vraiment, elle est dure ». Parce que là, vraiment, il est en bon appui, il porte vraiment le coup, et quand vous prenez un coup dans l'abdomen, vous savez que ça fait mal. Et vous voyez, il me dit « il bronche pas, hein, t'as vu ?» Donc vous voyez qu'il y a une éthique qui passe ailleurs que dans la victoire ou dans le fait de marquer des points, mais qui passe directement dans la logique culturelle associée au combat. Et vous pouvez avoir perdu le combat et rester très digne après le combat si vous avez su garder ça. Je vous montre aussi d'autres études qui ont été faites parce que les photos sont magnifiques et qui va parler dans une demi-heure maintenant. Jean-Baptiste Exé a couru, c'est un champion d'athlétisme, et il a couru avec les Kenyans. Et je le remercie, je les remercie tous les deux de m'avoir donné accès à leurs photos. Il a couru avec les Kenyans sur les hauts plateaux. Et vous savez comment on gagne un 10 000 mètres à la kenyane? Et c'est une phrase qui n'est pas de moi, mais des entraîneurs d'athlétisme. C'est que vous courez constamment à 10 000 mètres en faisant des à-coups. Vous courez doucement, vous courez très vite. Vous courez doucement, vous courez vite. Et vous perturbez qui? Les Africains du Nord, qui sont les principaux adversaires des Kenyans, qui eux courent doucement tout le long, jusqu'à 2 tours de l'arrivée, où là ils sont imbattables sur la pointe de vitesse. Donc la question, c'est lequel amène l'autre dans sa physiologie culturelle, dans sa culture physique. Et c'est le titre du livre que j'ai écrit, je l'ai appelé « Culture physique » au pluriel, c'est-à-dire comment la perception et les corps sont imprégnés de culture. C'est une question, la perception, qui est une question qui m'intéresse, parce qu'on dit toujours qu'on perçoit le monde différemment, mais on le dit sur un mode intellectuel.
moi, ce que j'essaye de montrer, c'est la manière dont ça imprègne la perception physique, la manière physique de se rapporter au monde. Je crois que la question de la perception du monde n'est pas une question seulement intellectuelle, mais bien une question physique, et c'est ça qui rend très intéressant les débats sociaux, puisqu'on parle toujours des différentes perceptions, et même soi-même, on a plusieurs perceptions entre les différentes façons de voir que l'on a sur un sujet. Ces perceptions-là, mon point de vue, c'est qu'elles ne sont pas seulement intellectuelles, mais qu'elles renvoient vraiment à des dimensions de perception physique. Comme parfois, vous pouvez être émerveillé par quelque chose que quelqu'un ne regarde pas, et inversement horrifié par une chose qui paraît anodine à quelqu'un. Voilà pourquoi il me semble que le monde, dans sa version quotidienne, dans sa version physique, est une merveille, et les Jeux et les Coupes du Monde également. Je vous remercie. Et on a 10 minutes, 9 minutes exactement, pour répondre à vos questions. Qu'est-ce que vous avez découvert exactement comme différence culturelle dans les techniques entre le rugby français et le rugby samoan? Alors là, je vous ai montré seulement donc un bout, enfin l'endroit où ça affleure en fait, c'est-à-dire la non-perception du 2 contre 1 par les Samoans, et je vous ai indiqué qu'à l'inverse, ils ont toute une technique de 1 contre 1 qui est différente. Donc en fait, c'est des techniques qui se rapportent à cette anticipation des situations. 2 contre 1 d'un côté, 1 contre 1 de l'autre. Alors, je ne pouvais évidemment pas faire toute la démonstration, mais l'idée, c'est que en fait, le collectif de l'équipe est en jeu. Dans un cas en France, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes constamment avec des joueurs qui ne se connaissent pas, qui vont dans un club, qui ont des caractéristiques qu'on estime différentes. Voilà, ils sont grands, ils sont petits, ils sont intelligents, ils sont bêtes, ils sont rapides, ils sont ce que vous voulez. Et vous les mettez ensemble et vous dites, bon, alors toi, tu es comme ça, donc tu vas aller à cette position. Et puis ensuite, vous êtes, toute votre vie, assigné à un poste, quasiment. Et vous avez des spécialités dans votre jeu. C'est-à-dire que vous ne savez faire que certaines choses et pas d'autres. Par exemple, moi, je suis incapable de taper au pied parce que j'ai grandi comme un 2e ligne ou un 3e ligne et qu'on m'a appris à ne surtout jamais taper au pied. Alors, du coup, cette organisation de l'équipe, c'est une sorte de division du travail ou de division des corps d'armée, si on veut prendre cette métaphore. C'est-à-dire que chacun a un rôle et que pour attaquer la défense, on va le faire avec différentes forces disposées de différentes manières sur le terrain. Et donc, l'objectif de cette disposition et de cette manière d'attaquer la défense, c'est de créer une brèche. Et une brèche, c'est un surnombre. Et c'est à cet endroit-là, vous avez un trou et donc un surnombre, et là, vous pouvez avoir une brèche. À mon avis, c'est Napoléon, le modèle. Enfin, ça, je sors de la science quand je vous le dis, mais je suis persuadé que l'image qui reste en France dans le collectif, c'est les corps d'armée, l'infanterie, la cavalerie, etc. Et comment vous avez l'aile gauche d'un côté, l'aile gauche de l'autre. Enfin, je suis à peu près persuadé, si on retravaillait en cascade vraiment jusqu'à trouver les racines des méthodes, ça serait ça. À l'inverse, à Samoa, pour compléter la réponse, même si elle est un peu longue, c'est que vous avez des joueurs qui sont en fait, ils sont tous, ils appartiennent au groupe qu'on appelle la force du village dans les villages de Samoa. C'est-à-dire que dans un village de Samoa, vous avez les chefs, qui sont les chefs de famille en fait, c'est-à-dire que chaque famille élit un représentant qui est son chef. Vous avez les femmes non chefs, puisque les femmes peuvent devenir chefs, même si c'est plus rare que pour les hommes. Et vous avez les hommes non chefs. Et les hommes non chefs, on les appelle la force du village. Ils ont toute une série de travaux qui sont associés à ça. Ils doivent apprendre à pêcher ensemble, à construire des maisons quand il y a besoin pour le village. Ils apportent des biens cérémoniels dans les cérémonies. Ils ont toute une série de tâches qui leur sont confiées. Et ils les exécutent collectivement. Et quand ils les exécutent, il n'y a pas de spécialisation des rôles. Tout le monde fait tout, avec une répartition qui se fait par l'expérience, c'est-à-dire par l'âge, en fait, souvent. Donc vous avez les plus âgés qui disent à tout le monde comment on fait, mais les autres apprennent en faisant des choses subalternes sur le côté, puis petit à petit, ils rentrent et ils apprennent à les différentes choses jusqu'à devenir eux-mêmes des spécialistes et à transmettre aux jeunes générations. Et ça se fait dans la pratique. On ne fait pas un entraînement, précisément. On ne fait pas un entraînement. On fait directement la chose. Et quand vous jouez au rugby avec eux, vous vous rendez compte qu'il y a une partie entraînement, mais il y a une partie qui est un jeu comme ça. En fait, ils jouent ensemble, et c'est les mêmes. C'est ce groupe de la force du village qui joue. Et ils jouent, et vous voyez les jeunes qui rentrent sur le côté. Et vous voyez que les plus âgés sont au milieu. Et au bout d'un moment, vous comprenez que tout le collectif de l'équipe se fait exactement de la même manière que dans le terrain de rugby,
que dans les autres activités, c'est-à-dire que tout le monde fait tout. Et que donc vous êtes libre de prendre l'initiative individuelle. Et donc vous êtes dans une posture de 1 contre 1, où à ce moment-là, vous prenez en charge l'affrontement des deux équipes à travers vous-même, dans un affrontement individuel avec une autre personne de l'équipe adverse. Et donc ça devient le 1 contre 1 qui devient la matrice du jeu. Et quand vous connaissez un peu le rugby, vous vous rendez compte que les joueurs samoans ont des capacités techniques très différentes de celles dont on a l'habitude. Par exemple, Sensun Johnston, qui est en ce moment le pilier de Toulouse, il a une capacité technique au niveau du jeu à la main, parce qu'il était numéro 10 jusqu'à 20 ans, en fait. Et il me l'a raconté, puisque je l'ai rencontré à Samoa une fois, et il m'a dit ça. Et donc, vous avez une spécialisation qui n'est pas du tout la même. Et donc, une distribution du collectif qui n'est pas la même, et donc des techniques du corps qui ne sont pas les mêmes. Pardon, c'était un peu long, mais c'est une question qui appelle une réponse détaillée. Vous l'avez éteint, je pense. Ça y est. Bonjour, Oui. c'est très intéressant. Merci. Et ça me faisait penser à un documentaire qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Red Army, sur l'équipe soviétique de hockey. Et justement, ça rentre vraiment en résonance sur justement l'organisation du jeu et comment ils pensaient à 5 cerveaux. C'est comme ça qu'ils ont battu en fait les Américains qui étaient plus, ou les Canadiens plus perso en fait. Oui, grossièrement. Alors, juste pour expliciter la référence, c'est donc un film qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps, qui a été fait par un Américain qui allait interroger ce qu'on a appelé la Red Army, c'est-à-dire l'équipe de hockey sur glace de l'Union soviétique dans les années 80, fin des années 70, début des années 80, où ils ont dominé le monde du hockey en faisant un jeu absolument magnifique, très harmonieux, et qui justement passait par une espèce de coordination collective qu'on ne retrouve pas, et qui s'oppose notamment à la capacité individuelle qui est la propre du jeu américain. Et vous avez ça dans le basket aussi, c'est pour ceux qui aiment le basket. C'est-à-dire que les Américains sont très très forts en 1 contre 1, ils ont des joueurs individuellement très forts, mais par contre, ils ont beaucoup moins cette logique collective qu'ont les Européens dans le basket, ou les Russes dans le hockey. Et donc vous retrouvez des logiques là qui se retrouvent, qui sont liées à des sociétés en fait. Enfin, je veux dire, c'est trop facile de voir un jeu collectif dans le jeu de l'équipe de hockey russe et de voir un jeu individuel dans l'équipe de hockey américaine. C'est presque trop beau, mais c'est ce que montre le documentaire en question. Bonjour. Bonjour. J'ai une question sur... vous avez fait un lien entre perception et éthique, et je voudrais vous inviter à parler peut-être... quelque chose d'un peu déplacé, le fait que, par exemple, dans le rugby français, on genre les positions. Il y a des positions qu'on appelle les filles, par exemple, donc où on imagine que certaines positions de l'avant sont plus masculines, les positions de défense sont plus féminines. Est-ce qu'il y a des représentations comme ça chez les Samoans ? Ce qui est très marrant, alors donc, en l'occurrence, dans une équipe de rugby, pour ceux qui ne sont pas trop familiers, vous avez les avants et les 3/4. Les avants sont ceux qui font les mêlées et qui sont constamment dans ce rapport très physique, de contact physique permanent avec l'équipe adverse. Et les 3/4 qui se font des passes et qui courent plus vite, qui sont plus déliés, répartis beaucoup plus dans un espace large et qui sont considérés comme étant donc les femmes en question dans ce référentiel-là. C'est-à-dire qu'évidemment, plus vous êtes dans un espèce de combat physique permanent, plus le jeu se fonde là-dessus, plus on considère ça comme masculin, et c'est de là d'où naît la distinction. Pour les Samoans, ce qui est très marrant, évidemment, pour nous, et c'est là où on a toujours ce regard sur eux, c'est que les avants ne sont pas un enjeu. Une des caractéristiques des équipes polynésiennes, je ne vais pas vous répondre directement, donc je vais faire un petit détour. Une des caractéristiques des équipes polynésiennes, c'est qu'elles ne sont pas très fortes en mêlée, pour nous, selon nos critères, notre regard. Et en fait, ce qui est très marrant, c'est qu'elles s'en foutent. Très précisément pour la raison que je vous ai indiquée. C'est-à-dire qu'ils jouent les 1 contre 1. Donc qu'est-ce que ça veut dire faire une mêlée ? Ça n'a pas d'intérêt. C'est une façon de remettre la balle en jeu, mais il n'y a pas la dimension d'épreuve physique collective qu'on peut très bien rattacher à la force basque, enfin au jeu de tir, enfin on peut rapprocher plein de choses, et qui sont vraiment très investis en France. Ce qui est intéressant, c'est l'investissement qui est fait par les cultures de certains aspects du sport. Et qui sont pas du tout... Nous, on considère que la mêlée, le rugby à 15, c'est la mêlée. Eh bien, vous allez à Samoa et on s'en fout de la mêlée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, du coup,
y a moins cette distinction entre postes. C'est-à-dire que c'est moins la question de savoir qui est à quel poste. Par contre, c'est faire du rugby ou ne pas faire du rugby, et faire du rugby en plaquant très, très violemment. Ça, c'est être un homme, c'est vraiment être sur le terrain de rugby et plaquer dur, quoi. C'est-à-dire qu'une des caractéristiques des Samoans, c'est que le but n'est pas d'attraper les jambes pour empêcher la locomotion, ce qui est notre logique à nous, couper le mouvement, c'est de taper au torse pour faire perdre le contrôle du ballon, faire perdre le contrôle du souffle et éventuellement même mettre KO, c'est-à-dire faire perdre connaissance, voire sortir du terrain. Et ça, c'était très drôle parce qu'ils me racontaient un match qu'ils ont eu contre Pays de Galles et qu'ils ont gagné en 91, qui était leur premier match de Coupe du Monde. Ils jouent à Cardiff contre le Pays de Galles, une des plus grandes équipes de l'histoire du rugby, et ils battent les Gallois à la surprise générale. Et eux, ils ne me disaient pas le score final quand ils me parlaient de ce match. Ils me disaient, on a sorti 3 mecs sur ce match. Tu te rends compte, Julien ? Et moi, j'en avais aucune idée. J'ai jamais regardé un match en sachant le nombre de blessés de l'autre équipe. J'ai regardé la vidéo et il y avait 3 mecs qui étaient sortis. Un à la 20e sur un plaquage hyper dur et 2 autres après. Et ils savaient très bien. Et j'ai regardé le match avec eux, ils m'ont dit, t'as vu comme ils ont peur là ? On le voit sur leur visage. Et j'ai compris à ce moment-là qu'ils ne regardaient pas le match de rugby comme moi. Parce que moi, je regardais les passes, les occasions d'essai manquées, les surnombres qui n'avaient pas été vus. Et eux, ils me disaient, t'as vu là, on a gagné. Parce qu'ils ont peur. C'était vachement intéressant. À l'inverse, juste pour finir, parce que j'ai plus le temps, mais pour répondre aussi à votre question, ils m'ont raconté un match qu'ils ont été faire dans une tournée en Roumanie. Et en Roumanie, comme en France, ils ont appris le jeu avec nous, on met des coups quand l'arbitre ne regarde pas. Donc dès qu'il y a un tas, vous mettez des coups, tout le temps. C'est ça le jeu. Alors en France, dans une mêlée, vous savez très bien, quand vous sortez d'un match de rugby avec des piliers, s'il n'y a pas eu de coups en mêlée, ils considèrent qu'on s'est fait chier, quoi, pour dire les choses vulgairement. À Samoa, quand ils ont joué pour la première fois et qu'il y a eu des coups en mêlée, ils se sont dit, c'est qui ces sauvages ? Je vous laisse là-dessus parce que c'est trop beau. Merci beaucoup.